Donc, le roman de Giono, Le Chant du Monde, qui date de 1934, et qui commence par ces deux mots, la nuit. Et juste après, une phrase tout à fait étonnante que Giono écrit, le fleuve roulait à coups d'épaule à travers la forêt. Alors moi, je tombe sur cette phrase qui est presque la première phrase du roman, et je me dis, mais un type qui écrit ça, faut oser, faut vraiment oser. Ça me donne envie de lire le livre. Alors je me dis, pour une fois, je vais vraiment lire un livre en entier, je ne vais pas me contenter du début et de la fin. Et donc, je me tape tout le livre, et je découvre un romancier merveilleux, subtil, fin, et où la nature joue un rôle évidemment totalement essentiel, et donc qui démarre avec la nuit et qui se termine avec la lumière. Et alors j'adore cette idée de passer de la nuit à la lumière. Et ensuite, je lis d'autres livres de Giono, et chaque fois je retrouve ce passage de la nuit à la lumière. Chaque fois je retrouve la nature, et chaque fois... François était entré par le style, l'admiration, et moi par la géographie. Il lui avait fallu une seule phrase, et de cette seule phrase il pouvait faire un roman. Mais moi, ce fleuve, cette épaule, où est-ce que Giono était allé les chercher? Le Chant du Monde? Mais où? Dans quel pays? Alors me sont revenues en mémoire les hautes vallées de la Bléone et de la Durance, du côté du pays de ma mère. J'avais lu un jour que c'était là l'origine, la source. Il me fallait donc aller vérifier, voir le passage des saisons sur les eaux, connaître la dette de ce roman envers la réalité, ou aussi bien découvrir que tout y était réinventé, d'une autre matière que le monde tel qu'il est, la partition d'un monde de chimères, sans autre existence que celle de l'encre et du papier. Nous allions essayer d'y nager, dans un endroit au-dessous de la route, là, après, en allant vers Marcus. On y allait avec les filles Materon, la Mireille et la grosse Joëlle. Et bon, il y avait de l'eau, mais pas tant que ça quand même. Ça, c'est la rencontre de la Bléone et du Besse. Oui, mais c'est à un endroit où la Bléone n'a pas encore rencontré le Besse. Mais c'est intéressant parce qu'on peut y nager, parce que l'eau s'accumule au-dessous de la route, là, en contrebas de la route. La vallée est un peu large, elle n'est pas encore aussi large que du côté des Isnards, mais enfin, la Bléone, on peut, quand on est petit, quand on est jeune, y nager. Mais je ne vois pas le héros de Giono, Du Chant du Monde. du Chant du Monde, je ne l'imagine pas là. Mais Alors ça c'est marrant parce que ça c'est ils ont dû nettoyer le lit de la rivière pour hacher menu tous les arbres, les arbustes qui sont qui sont emportés par les flots chaque fois qu'il y a des orages un peu importants. L'automne du début du roman, l'immobile hiver du pays rebéillard, le printemps des eaux triomphantes. Pas de traces de l'été chez Giono. Alors c'est en hiver, au printemps et à l'automne, dans cet ordre, que nous mènerions notre train.
dans ces parages, j'étais en pays de connaissance. Venu d'ailleurs, François suivrait. Je savais pouvoir compter sur lui. Le soleil reprenait de jour en jour sa couleur naturelle. Il montait tous les matins à travers une vendange de nuages, puis il se mettait à rouler doucement sur le sable fin du ciel dégagé. Les bêtes de poil, les bêtes de plumes, les bêtes de peau rase, les bêtes froides, les bêtes chaudes, les perceurs de terre, d'écorce, de roches, les nageuses, les coureuses, les voiliers, tout commençait à nager, à courir, à voler, avec des souvenirs d'anciens gestes. Puis, tout s'arrêtait. Humait le chaud et démêlait du museau, au milieu du grillage tremblant et blond de la lumière, la trace sirupeuse de l'amour. Pendant de longs crépuscules, le soleil descendait. Mon père est né à Manosque, a vécu à Manosque, a travaillé à Manosque, a créé toute son œuvre et il est mort à Manosque. On ne peut pas être plus enraciné que cet homme-là. Alors je suppose qu'il avait une connaissance approfondie de toutes les vallées de la région. Ah, très profonde, et d'autant plus profonde qu'il le faisait à pied. C'était un marcheur. Nous n'avons jamais possédé de voiture. Alors, les quelques fois, il prenait le car ou des voitures pour aller à tel endroit, mais à partir de ce point-là, ça n'était que marche. Et de toute petite, nous l'avons accompagné dans ces marches-là. Il connaissait admirablement bien toute la montagne de Lure, bien sûr, et puis cette vallée qui remonte vers Barcelonnette. On peut dire que toutes les Basses-Alpes, il les connaissait par cœur, et il s'en est servi. Il s'est servi de tous ces paysages qu'il traversait pour créer des paysages à moitié à lui, en tout cas des paysages mêlés qui devenaient les paysages de ses romans. Les cartes d'état-major étaient très très importantes pour lui, non pas pour faire ses marches, mais il s'en servait pour des noms de lieux et pour voir la topographie des lieux aussi, où il allait mettre ses personnages et créer son histoire. Quelquefois, quand il parle d'une telle vallée dans son œuvre, elle ne correspond pas forcément à la vallée qui porte le nom de l'œuvre, mais elle correspond à une autre vallée. Mais ça ne le dérangeait absolument pas. Mais tout était finalement quand même concentré dans le Midi, ou au moins l'approche des Alpes. Au-dessus du Paraïs, Jean Giono se promenait. Depuis la colline du Mont d'Or se déroulaient tous les paysages de ses romans. La large vallée de la Durance, Valençol, Lure, et au nord-est, les Grandes Alpes. La neige s'y accrochait encore quand déjà, à Manosque, les marchés célébraient le temps des couleurs, bientôt celui des cigales. Nous avons filmé et un peu mieux compris. Le cirque de l'Estro, au loin, marque une frontière qui stimule l'imagination, aiguise l'envie de se projeter ailleurs. Là-haut, sous les glaciers, naissent les sources, le désir d'écrire peut-être. Par exemple, dans Que ma joie de mer, il invente un plateau Grémone où une communauté de paysans
est installé, et ce plateau Grémone, il faut 8 jours pour le traverser à pied. Mais en Haute-Provence, il n'y a aucun plateau aussi grand qu'il nécessite 8 jours de marche à pied. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Giono? Il a pris le plateau de Valençol, il a pris le plateau du Contadour, là, qui s'adosse à la montagne de Lure. Au milieu, il y a la vallée de la Durance, mais bon, c'est un faux pli sur la carte, il l'a effacé, il a fait un immense plateau. Donc ce plateau Grémone, c'est un plateau complètement inventé. Giono est un véritable démiurge qui refait son univers romanesque, il reconstruit sa géographie. Et c'est ce qu'on retrouve dans toute son œuvre, et en particulier dans le Chant du Monde. Dans le Chant du Monde, c'est tout à fait significatif. Alors il faut 5 jours pour remonter tout le fleuve. Il faut 5 jours pour remonter le fleuve. Ils mettent 5 jours. Et Matelot. Oui. C'est à lui, Jean-Louis Caribou, que nous devions de nous retrouver là, à démêler le faux du vrai, ou plutôt le fermé de l'ouvert. Voici plus de 10 ans, à Prats, j'étais tombé sur son livre, Le refuge du Chant du Monde, et la confidence que lui avait faite Jean Giono. Oui, jeune homme, ton Chant du Monde, tu peux l'imaginer ici, entre Prats et Mario par exemple, dans ces montagnes, ces forêts et ces alpages. C'est là-haut qu'il te faut monter. Dans un environnement extrêmement sauvage. Et effectivement, c'est ce qu'on peut rencontrer quand on remonte à la vallée de la Bléone. Pareillement, la vallée du Verdon, parce qu'on a imaginé que le Chant du Monde, ça pouvait être aussi le Verdon. On a imaginé... Qui est de l'autre côté. Hein, oui, parce qu'il est question de gorge dans le Chant du Monde. Il est question, quelques-uns ont imaginé aussi la Haute-Durance. Dans la vallée de la Haute-Bléone, on y trouve les forêts. D'ailleurs, Matelot, c'est un homme de la forêt, qui vit dans la forêt. Donc il y a des forêts qui sont extrêmement importantes dans toute la basse vallée. Et quand on monte au refuge de l'Estro, on est un environnement forestier avant de déboucher dans les alpages. Ensuite, il y a les gorges, comme dans le Chant du Monde pour arriver au Pays Rebéillard. Et enfin, après les cascades des Piches, le paysage s'ouvre et on arrive dans ce qu'on peut imaginer le Pays Rebéillard, qui est un pays de montagne, d'alpage, où séjournent des troupeaux. Et ces montagnes-là, Giono les contemplait depuis sa ferme de la Margotte, Sa fenêtre. depuis la fenêtre de sa ferme, depuis le sommet du Mont d'Or où il allait lire Virgile au milieu des oliviers au-dessus de Manosque, on ne voit que ça. Et pendant 6 à 8 mois de l'année, cette montagne toute blanche, pour lui, c'était un petit peu le symbole d'une destination lointaine où se rendaient des troupeaux. Donc c'était un petit peu magique, des troupeaux qui allaient passer 4 à 5 mois de l'année de la Saint-Jean à la Saint-Michel. C'était une destination qui était mystérieuse, mais c'était aussi la destination de la pureté. Et les personnages de Giono, presque tous, ils montent. Ils montent pour se rapprocher de la pureté. Ils montent, ils partent de la basse vallée, et ils montent vers l'altitude. Dans son dernier roman, Les Vies Suisses. On est presque aux 3000 mètres, mais c'est très... moi, je dirais c'est très himalayen comme style. Je ne connais pas l'Himalaya, mais que par des images ou des photos. Mais je trouve que c'est quand même un massif qui est magnifique. Enfin, moi, je sais que j'y ai passé des moments inoubliables par la construction du refuge de l'Estro. Ouais. Ça, c'était un moment... j'oublierai jamais. Force de l'imagination. Voir l'Himalaya dans les Alpes, c'était quelque chose que je comprenais. Au moment où étaient tournées ces images, il pouvait y avoir 3 ou 4 mètres de neige au refuge de l'Estro. Pour y monter, il faudrait attendre les beaux jours, les douces mais déjà courtes journées d'automne. Dans ce pays, on marche selon le temps qu'il fait, là où c'est possible. Et ce n'est pas de l'alpinisme. Ce qui est plutôt intéressant, davantage, c'est l'histoire du congre. Parce que ça, c'est... Voilà. Parce que le congre, tu sais, ça a été un sujet de discussion chez les auteurs qui s'intéressent à Giono. Est-ce que... Les critiques, tu veux dire. Les critiques. Est-ce que le congre existe ou pas dans les endroits où Giono le place? Finalement, c'est un sujet de discussion qui me paraît, si je peux me permettre cette grossièreté, de l'enculage de mouches. C'est ce que je reproche parfois aux critiques.
Parce qu'on s'en fout finalement que le congre existe réellement dans cette région, alors que d'ailleurs je crois que c'est pas le cas. Mais Non, je pense pas. je pense pas qu'il y ait des congres par ici. Mais finalement, Giono a écrit là une énormité telle que c'est évident qu'il l'a fait exprès. Je veux dire, on va pas dire que c'est une c'est erreur sûr. de Giono. Ouais. Donc, s'il a voulu le faire exprès, c'est que moi j'y vois presque un clin d'œil pour les critiques futures de son œuvre. Il sait que les critiques vont se casser la tête là-dessus. Et c'est drôle. En fait, il fait de l'humour, je pense, avec le congre. Et ça, personne ne l'a perçu. Personne ne parle d'humour par rapport au congre. Tu devrais écrire une étude là-dessus. Oui, sur l'humour, l'humour dirigé contre les futures critiques L'humour congre. de son œuvre. L'humour congre. Incongru. Oui, concrètement. Alors là, c'est ce qu'on appelle le phare. C'est un des premiers bureaux de mon père, ce tout petit bureau-là. Et il était en dehors de la vie de famille. Vous voyez, là, il était au calme, tranquille. Il y avait 2 expositions. Ouais, on le voit d'ailleurs, il était là. Exactement dans cette position, avec regardez par là. Il aimait les petits bureaux. Hein. Oui, ben, ça, écoutez, il n'aimait aucun meuble, il s'en fichait complètement. Et j'ai des photos, on le voit là, ici, dans ce bureau. Vous voyez son bureau, ce que c'est? Ce sont des tréteaux sur une planche sur des tréteaux. Tout simple. Tout simple. Les meubles ne l'intéressaient pas. Tout simplement, lui, ce qu'il voulait, c'était une planche pour écrire dessus, donc à hauteur un peu, un fauteuil, et le reste, et sa pipe. Voilà. Le reste, ça avait peu d'importance. Le matin s'avançait. Il allait voir d'abord ce que devenait ce fleuve, avec son grand courant noir et silencieux, puis il crierait pour dire à matelot de partir. Il était à la pointe de l'île, il plongea. Dans l'habitude de l'eau, ses épaules étaient devenues comme des épaules de poisson. Elles étaient grasses et rondes, sans bosse ni creux. Elles montaient vers son cou, elles renforçaient le cou. Il entra de son seul élan dans le gluant du courant. Il se dit, l'eau est épaisse. Il donna un coup de jarret. Il avait tapé comme sur du fer. Il ne remonta pas. Il avait de longues lianes d'eau ligneuses enroulées autour de son ventre. Il serra les dents. Il donna encore un coup de pied. La lanière d'eau serra sa poitrine. Il était emporté par une masse vivante. Il se dit, jusqu'au rouge. C'était sa limite. Incongru le congre, jeu de dupe, malice du poète. François n'avait pas tort de dire que le congre des Basses-Alpes était capable de faire couler beaucoup d'encre. Quant à moi, je commençais à penser que Giono n'avait peut-être jamais mis les pieds dans ces montagnes, mais que de sa fenêtre pourtant, il dépliait le monde comme un éventail chinois. Nous en éprouvions le plissé, prêts à chevaucher ses biches, ses couleuvres, à croire en ses mirages, et pourquoi pas, à chanter comme l'eau des sources ou les cailloux des chemins. Là-haut, à Barle, Francis avait une réputation de sauvage, solitaire, méfiant, muet. Quand nous lui avons parlé dans la lumière de sa Sorbière natale, c'est à Elzéar Bouffier que j'ai pensé, celui qui plantait des arbres. Ah ben c'est sûr, c'est calme ici. Hein. Et vous chassez encore alors? Un peu, oui, un peu, oh, pas beaucoup. Oh. J'ai rien fait quoi l'an passé, je suis presque pas allé. Hein. Mais enfin bon. Le chamois ou... Non, le chamois j'y vais plus. Ouais. Non, c'est trop haut. Mouflon non plus. Pouf, non. Sanglier quand il y a quelqu'un qui passe à portée par là, mais on n'en voit pas beaucoup. Hein. Ça fait que voilà. C'est vrai que c'est calme ici. Hein. Très 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 calme. Donc d'un côté François,
Et de l'autre, Francis de la Sorbière. Brève rencontre. Ah ouais, c'est pas que ça. Naïveté un peu citadine d'approcher un personnage. Donc je disais, Mais c'est vrai que Francis rappelait la couverture du livre. À Banon, sous les contreforts du Contadour, il aurait pu se promener, aussitôt reconnu comme la réincarnation de la vedette locale. Je l'imaginais même signant le livre du maître à la librairie Le Bleuet. Car à Banon, Elzéar, baisson d'outre-tombe de Francis, était depuis longtemps une célébrité. Tu dis rien là, hein? Tu dis rien là, hein? Ah non, c'est comme ça, c'est tout. Voilà. Non, c'est pas l'escalier. Bonjour. Allez-y. donc voilà le rayon. Donc voilà comment dire, là où se trouvent les livres de Jean Giono, qui représente, qui est important, hein, il est un auteur important dans la région, un auteur national. Il est important parce qu'aussi il a une histoire avec le Contadour qui est un petit peu plus haut. Pour nous, il l'est alors particulièrement avec un titre que vous voyez décliné dans plusieurs maisons d'édition, dans plusieurs éditions. Donc dans la blanche, donc L'homme qui plantait des arbres, les éditions jeunesse. Tout le monde pourra le vérifier. Le plan de Banon indique une rue, ou plus exactement une montée Elzéar-Bouffier, l'ancien chemin du cimetière. Après notre visite au Bleuet, direction le bureau de Monsieur le maire qui pourrait sans doute aiguiller notre quête de vérité littéraire. Banon est dans ce pays qu'on pourrait qualifier entre Luberon, Lure et Ventoux. Voilà, c'est vraiment la Haute-Provence ici, et avec ces paysages magnifiques, préservés, et où justement on essaye de développer tous ces sentiers de randonnée à pied ou en vélo à travers nos splendides paysages. Dans le roman de Giono, Elzéar Bouffier finit sa vie ici à Banon, à l'hospice, et c'est là qu'il meurt, et donc tout naturellement devrait y être enterré. Malheureusement, même si vous faites très attentivement le tour du cimetière, malheureusement vous ne trouverez pas de tombe à son nom. À la rigueur, une rue que un de mes prédécesseurs a baptisée, la rue Elzéar Bouffier, qui monte jusqu'au cimetière. Semble-t-il, une feuille de chêne est tombée. Peut-être que ça s'est je vois un B. Et non, après c'est un A.
Donc c'est pas le haut que je cherche. Une feuille peut-être qui s'est tombée de la forêt que les a plantée, hein, mais c'est pas sa tombe. On va chercher plus loin. Par tous les temps, dans tous les recoins de la région, nous aurions pu chercher longtemps. De la montagne de Lure aux roches friables de l'Estro, des rives de la Durance à la vallée du Besse ou de la Bléone, c'est la géographie du sensible que nous étions en train de parcourir. Et c'était l'œuvre du poète qui rendait tout cela présent à l'existence, maintenait ouvert le champ de ses possibles. À Prats, j'avais jadis imaginé moi-même des scènes étranges. La Haute-Provence est une région merveilleuse. Mais nous allions bientôt découvrir que dans cet espace de mythes et de légendes pouvait un jour se fracasser la rugueuse réalité, celle qu'on découvre le matin en ouvrant son journal, en buvant son café. Si la tombe du berger planteur d'arbres, Elzéar Bouffier, resterait à jamais introuvable, les stèles du vol 95-25 de la Germanswings, elles, s'élevaient désormais sur les communes du Vernet et de Prats. Dans le domaine inspiré, la vallée du Champ du Monde où ce qui en tenait lieu, était venu s'encastrer un avion malheureux le 24 mars de l'année 2015. Et depuis cette date, toute la contrée gardait douloureusement en mémoire le sombre jour de la catastrophe. Je sais que je faisais une enquête du côté de Saint-Michel-Observatoire, un petit village de l'Incel. Et j'étais revenu de l'Incel, donc à la maison, au Bousquet. Et j'étais doublé en permanence par des motards de la gendarmerie, et même des véhicules. Je ne comprenais pas parce qu'en plus ce jour-là, je n'avais pas mis la radio pour entendre les dernières nouvelles. Et quand je suis arrivé à la maison, Mireille qui me dit t'as entendu Je dis non, de quoi il s'agit? Elle me dit il y a un avion qui est tombé dans le massif de l'Estro. Alors on ne savait pas trop où c'était à l'époque, enfin au début. On pensait que c'était dans la vallée de l'Ubaye. Et ensuite ils ont localisé du côté de l'Estro. Et franchement, quand on a su par la suite comment ça s'était passé et tout, le nombre de victimes, ça a été vraiment traumatisant de savoir que finalement, des choses pareilles, quand ça pouvait se passer chez nous, et ça s'était passé chez nous. Vraiment, ça avait été... Ils ont fait donc une stèle à la sortie du village du Vernet, en direction de Seine, près du camping, là-bas. Mais ils ont fait aussi une autre stèle sur la commune de Prats, quand on monte, quand on prend la route, la piste qui va au hameau de Mario. Ils ont aménagé d'ailleurs tout un espace pour permettre aux gens, ou peut-être aux familles, mais en tout cas aux gens de venir voir où ça s'est passé et de se recueillir. Voilà. C'est-à-dire que sur la nature elle-même, une fois les débris enlevés de cette catastrophe, la nature efface tout. Tout est effacé. Oui, du point de vue de la nature. Du point de vue de la nature, tout est effacé. Et puis tout ça s'est passé dans un lieu où il n'y a, on peut dire, il n'y a pas de paysans, il n'y a pas d'alpage, c'était très aride. Que ça a bouleversé les cailloux, la montagne, les rochers, quelques herbes et tout ça. Mais tout ça, 2 ans après, ce qui est terrible, c'est que justement, il n'y a plus rien. Tout est effacé. On est obligé
d'ériger dans la nature des monuments pour que les hommes se souviennent de quelque chose que la nature a oublié. Ceci pour dire qu'un événement, en l'occurrence le crash de l'avion, en entraîne un autre, en l'occurrence l'invitation inédite des habitants de Prats, derrière leur maire naturellement, au match France-Allemagne. Ce qui n'est pas rien. Mais derrière, le jour des attentats du Bataclan, du Stade de France, etc. Donc voilà. Voilà, c'est un peu plus présentable. Je vais t'avoir une photo. Ils levèrent le camp à l'aube, le port du Châtaignier était encore plein d'ombre. Des brumes traînaient sur le fleuve et dans la montagne pleine d'un mystère d'argent. Le monde commençait à chanter doucement sous les arbres. J'allais passer l'été très loin du pays de ma mère. Chacun tenterait de se mettre au frais pendant les chaleurs charognardes, celles que Giono, durant sa vie, tâchait d'éviter lui-même en s'absentant de Manosque. Peu avant la Toussaint, où la tradition familiale me ramène rituellement sur ces terres, je rencontrai là-haut Christian Garcin, romancier originaire de Prats. Il venait de boucler un tour du monde, et lui aussi, en cet automne, était retourné au pays. À ma demande, il parla du chant du monde, de la première lecture qu'il en avait faite, puis il parla en écrivain. C'est ancien, hein, j'ai lu ça... J'avais 25 ans, je crois. Je ne l'ai pas relu depuis, hein, donc c'est quand même un souvenir extrêmement diffus. Et comme je vous disais, on a rarement le souvenir des intrigues des livres, on se souvient des sensations qu'ils déposent en nous, mais de quoi ça parle, on ne s'en souvient pas forcément. Pour le chant du monde, j'ai quand même le souvenir très net de la sensation que ça avait produit en moi. J'avais beaucoup aimé, donc, déjà, pour tout dire. Et de quelques scènes qui surnageaient, ou de quelques images, quelques motifs. Par exemple, je me souviens que c'est une histoire d'enlèvement, c'est une histoire de gémellité, il y a le Besson, ce mot de Besson qu'à l'époque je ne connaissais pas d'ailleurs. Donc ce jumeau, c'est une histoire de meurtre avec ce personnage dont j'ai oublié le nom alors par contre, mais qui vit dans les hauts plateaux, pas dans les hautes montagnes mais dans le haut pays disons, et qui est une espèce de personnage maléfique et qui, si je me souviens bien, garde des taureaux, à des taureaux. Alors tous ces motifs-là, je me souviens que ça avait déposé une espèce de sensation d'approcher quelque chose de mythologique ou de mythique, quoi. Parce que l'enlèvement, la gémellité, le taureau, les taureaux, l'ogre, ou je sais pas quoi, le croque-mitaine qui vit dans les hauts plateaux, il y a quand même quelque chose d'extrêmement fort, qui parlait confusément à tout un reliquat de mythes, de mythologie qu'on porte au fond de soi, qu'on a lu par ailleurs, quoi.
Mais ça suffit pas, ça, parce que ça, c'est que l'histoire ou que les motifs de l'histoire. Et la littérature, c'est une affaire de langue. C'est que ça, la littérature, c'est que des mots, c'est que de la langue. Et si les motifs ne sont pas portés par une langue, on lit une histoire, et puis voilà, et ça passe vite. Tandis que là, quand même, il y avait cet extraordinaire lyrisme âpre, quand même, de Giono. Quelque chose d'extrêmement fort et suggestif, et une langue qui était... dont je me souviens la sensation qu'elle produisait en moi, qui était à la fois le sentiment de lire quelque chose d'extrêmement lyrique et puissant, et quelque chose d'extrêmement attaché à la sensorialité, à la sensualité des lieux. C'est surtout ça, quoi. Des lieux que je connais, la Haute-Provence, quoi. La montagne, ou du moins la moyenne montagne, parce que lui, c'est la moyenne montagne, c'est pas comme les sommets d'ici, mais cette sensation-là de lire une langue en adéquation avec le pays dans lequel elle se situe. Le massif de l'Estro, c'est le premier, qui est juste là, c'est le premier massif des Alpes en fait. C'est on peut dire que c'est le début des Alpes, le début, la façade sud des Alpes qui est très vite, qui au printemps est très vite blanc. Et je crois qu'il voyait, j'avais lu quelque part, qu'il voyait de sa fenêtre ce gros massif rocheux blanc, comme ça, qui signalait le début du massif alpin, et que ça l'impressionnait sur un grand mot, en tout cas, qu'il avait trouvé ça, assez remarquable. Alors il n'est pas impossible qu'il ait imaginé que ça pouvait peut-être se dérouler au pied de ces montagnes, mais enfin il n'y a pas de fleuve ici, hein. Il y a un maigre torrent dans lequel l'été il est difficile de baigner plus bas, enfin de se baigner en plus de 40 cm d'eau. Et il y a que des torrents et des pierriers, quoi. Il y a la Bléone, et puis alors il y a la Durance, la Bléone, qui est quand même plus... Oui, enfin, la Durance, c'est très très loin. Qui est plus loin. Très très loin, la Durance. La Durance, hein, elle est vraiment... donc c'est pas du tout ici, quoi. Alors, mais, en revanche, moi je dois dire qu'il y a une vallée qui est derrière celle de la Bléone, qui est la vallée de notre torrent, qui s'appelle le Galèbre. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, c'est là que s'est écrasé il y a 3 ans l'avion de la Lufthansa, de la Germanwings. Hein. Et dans cette vallée, qui est une vallée close comme celle de la Bléone, il y avait 3 villages, qui sont des villages abandonnés aujourd'hui. Et lorsqu'on remonte ce torrent, cette vallée, alors il y a des prés, il y a des vestiges de prés comme ça, il y a des ruines. Et puis une année, je me souviens, il y a très longtemps, j'avais vu des vaches et des taureaux qui paissaient là, qu'avaient amené les bouviers, quoi, enfin les propriétaires. Et j'ai tout de suite pensé au Champ du Monde. Je m'étais dit, bon sang, ça pourrait avoir lieu là. Ça pourrait avoir eu lieu là. Une espèce de haut pays. Hein, on arrive vraiment au bout d'une vallée, de haut pays, avec, je voyais ces taureaux blancs là, qui me regardaient. Et j'ai tout de suite eu une collusion avec le roman de Giono. Enfin, je crois que c'est pas du tout... Enfin, il n'y a vraiment rien qui permette de dire que Giono aurait pu s'inspirer des lieux d'ici. Qu'encore une fois, à ma connaissance, il n'avait jamais fréquenté. Je ne crois pas qu'il soit venu ici. Quoi. Ici, ni dans la vallée du Galèbre en question, ni en tout cas, c'est attesté, je crois, nulle part. Voilà. C'est un espace imaginaire, un espace mythique, quoi. Je pense mythologique et mythique. Oui, un espace. Contre toute attente, en cette fin octobre, la neige s'était invitée au festin des couleurs. J'ai repensé au début de notre tournage, au début de notre quête. Où en étions-nous au fond? Quel relief nouveau l'admiration de François prenait-elle, maintenant qu'il avait parcouru le pays en tous sens? Avais-je fait un film sur Giono, ou plutôt sur ma mère, sur le pays d'où je viens? Comment avions-nous pu être assez naïfs pour enfermer l'œuvre du poète dans un espace mesuré? En quelque sorte, nous avions fait le tour du problème, le tour de l'année, le tour du pays comme Garcin le tour du monde quelques semaines plus tôt.
Et je comprenais grâce à lui qu'un écrivain, un artiste, s'il est un arpenteur, réel ou virtuel, est aussi un homme qui revient, se retrouve dans l'immobilité de sa chambre, de son bureau, de sa cabine, là où se joue l'essentiel, la recréation du monde à partir de l'expérience. Une vie seconde qu'il donnera en partage, son maigre territoire appelé, espère-t-il, à l'universel. Et aussi dans cette démarche commune qui est de faire d'un timbre-poste, comme disait Faulkner, c'est-à-dire un bout de territoire, quoi. La Haute-Provence, le comté de Yoknepa-Taupa, de faire d'un endroit familier commun une espèce d'universel, de le hisser à l'universel. C'est ça la littérature, c'est ça. Oui, on pourrait dire donc que c'est un lieu d'ancrage en quelque sorte, puisque du côté de la famille paternelle, on est d'ici. La famille Garcin est d'ici depuis. J'ai fait des recherches généalogiques à une époque et jusqu'au début du XVIIe, qui est le plus loin où j'ai pu monter. C'est encore ici. Alors ici, ça veut dire le village de Pras, celui de la Favière, celui de Tercier, enfin voilà quoi, les villages de la vallée. C'était des bergers, des paysans, des journaliers qui travaillaient cette terre rude quand même et pauvre. Et après, c'est un pays pauvre ici quand même. Hein. C'est pas la riche, n'est pas les Alpes riches. Hein, c'est les Alpes sèches et pauvres. Donc voilà, de ce côté-là, c'est d'ici. De l'autre côté, du côté d'autres branches de ma famille, c'est plutôt l'inverse, quoi. Enfin, c'est pas au niveau de la pauvreté ou de la richesse, encore que, mais c'est au niveau de l'éparpillement, quoi. C'est-à-dire que c'est des navigateurs, c'est des gens qui, eux, bougeaient, quoi. Voilà, et notamment des capitaines de la marine marchande qui ont arpenté le monde, qui ont fait plusieurs fois le tour du monde et qui avaient des horizons qui s'ouvraient face à eux. Et en fait, je crois que vous parliez de voyageurs immobiles tout à l'heure, je me considère aussi comme immobile parce que j'ai un goût très prononcé pour la sédentarité, mais j'ai aussi un goût assez prononcé pour le déplacement quand même. Je dois bien dire que je suis tout le temps dans ce tiraillement-là, quoi. Et je crois que si on prête un peu foi à la psychogénéalogie, pourquoi pas, je dois avoir ça dans mes ancêtres pas très lointains, c'est-à-dire des gens qui, que ce soit des bergers en montagne, ou que ce soit des capitaines, ou pas d'ailleurs, enfin des marins sur des bateaux, sont des gens qui ont quotidiennement face à eux l'immensité de la montagne ou de la mer, et qui se replient ensuite dans leur cabane ou leur cabine. Un aller-retour perpétuel entre le confiné et le confin. Le confinement et le confin, voilà. Et je crois que ça nourrit à la fois ma personnalité, ma manière de voir le monde, de penser le monde, et donc d'écrire. Parce que l'un est consécutif à l'autre. Quant à nous, à coups d'épaule à travers le pays, riches des rencontres que nous y avions faites, nous avions fini par entendre ce chant du monde, parfois sa plainte, et à joindre nos voix au grand concert. François caresse un chien bon garçon sur le bord du chemin. Christian nous montre par quelle voie atteindre le refuge de l'Estro lorsque la nature le permettra. Mireille referme respectueusement le livre du poète, dont elle a lu quelques phrases. Dominique se rappelle la catastrophe. François Elzéar pense à son père dont il a accompagné la vieillesse jusqu'au bout, jusqu'à sa propre vieillesse à lui, à l'heure des rhumatismes,
du fusil de chasse désormais remisé aux côtés des reliques du passé. Le fleuve, lui, partout chez Giono, court à travers la montagne, en main ses filets comme un gros bouillon. Avec ses affluents, ses ruisseaux et ses ramilles d'eau, comme un grand arbre qui porte les monts au bout de ses rameaux. Nous avons suivi ce fil, exploré ses ramifications, et l'eau vive du Maître a irrigué nos vies, cette présence au monde qui s'appelle poésie. Une présence au monde qui s'appelle poésie.